Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième déjà balado de l'Observatoire de l'humour, les balados de l'OH. Mon nom est Emmanuel Choquette, je suis politologue et je suis particulièrement content aujourd'hui de recevoir trois invités, trois femmes extraordinaires qui se questionnent, s'interrogent de plusieurs perspectives, je dirais, sur cette relation toute particulière entre l'humour et le féminisme. Qu'est-ce que l'humour féministe? Est-ce que ça existe? Comment on pourrait définir ça? Quels sont les grands enjeux, les grands concepts? Comment ça se vit aussi dans le concret, l'humour féministe? Je vais en discuter donc avec trois invités. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, et je vais prendre mon petit papier numérique, si vous me permettez. Donc, tout d'abord, Karine Carbonneau. Karine Carbonneau qui a rédigé justement tout récemment un mémoire de maîtrise sur cette relation-là, justement, entre l'humour et le féminisme. Et elle poursuivra la rédaction d'ailleurs, puisqu'elle co-dirige un ouvrage sur ce thème. Merci, Karine, d'être là aujourd'hui. Bonjour. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Sophie-Anne Morancy. Bonjour, Sophie-Anne. Salut. Sophie-Anne, qui est doctorante en sociologie à l'UQAM et qui a déposé aussi un mémoire de maîtrise à l'UQAM en études de féminisme. Et ben voilà, coïncidence, Sophie-Anne co-dirige justement l'ouvrage sur cette question-là, qui tourne autour de cette question-là, oui, entre l'humour et le féminisme. Merci beaucoup, Sophie-Anne, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière, et non la moindre, Gariana Jean-Louis. Gariana qui est humoriste, mais aussi comédienne, actrice et conférencière. Elle est diplômée de l'École nationale de l'humour en 2017. Et là, je pense qu'il faut le souligner, première femme noire à être diplômée de l'École nationale de l'humour. En 2017, je le rappelle, je n'ai pas dit en 1917, j'ai dit en 2017, Gariana et Cynthia, sa sœur, ont fondé, toujours en 2017, la maison de production et de gestion des arts de la scène, les Sœurs Jean-Louis. Bachelière en sciences économiques et titulaire d'une spécialisation en criminologie, tout un parcours quand même, Gariana s'interroge et interroge aussi cette relation-là entre l'humour et le féminisme dans ses créations. Gariana Jean-Louis, bonjour. Bonjour Emmanuel. La première question que j'aimerais poser, puis je vais la poser à toi, Gariana, d'emblée. Comment on définit ça, l'humour féministe? Selon toi, dans ta perspective et en plus terrain, qu'est-ce que l'humour féministe? Honnêtement, je ne me considère pas une spécialiste en matière de féminisme. Je vis mon féminisme tous les jours, en fait. Donc, j'ai grandi. C'est en grandissant que j'ai su que j'étais féministe. Et c'est vous qui m'apprenez que je fais de l'humour féministe. Pas vraiment vous, mais c'est vraiment le public, en fait, qui a décidé de mettre cette étiquette-là. Et je dirais personnellement, parce que c'est ce que je fais, c'est l'humour, c'est de l'humour, comme n'importe quel autre humour, qui parle d'enjeux féministes. Point. Aussi simple que ça, si je peux le réduire en 4 mots. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Non, je comprends cette humilité de ne pas te dire spécialiste, mais tu sais, il est extrêmement important d'avoir cette perspective-là, terrain, effectivement. Tu comprends, toi, en tant que praticienne de l'humour, et bien particulièrement interpellée par les questions justement du féminisme, etc. Ce qui est particulièrement dans ce que tu viens de dire, justement, c'est que tu, tu fais l'humour féministe, tu le fais sans véritablement t'en rendre compte finalement. Tu t'es aperçu, on pourrait dire à rebours, que ce que tu faisais, c'était de l'humour féministe, non? En fait, comme la plupart des humoristes, on s'inspire de notre vie. La première source d'inspiration dans nos écrits, dans nos actions, c'est vraiment s'inspirer de notre vie de tous les jours. Donc moi, j'ai grandi dans une famille qui était majoritairement on va dire que c'était le matriarcat. Mon père était toujours présent, mes oncles toujours présents, mais c'est toujours les femmes qui tenaient les rênes. Et surtout, culturellement parlant, on parle d'un phénomène de potomitan en créole, donc ça veut dire que la femme est le pilier. Et donc, j'ai toujours vu justement ma mère, ma sœur, mes tantes.
Donc, c'était elle, en fait, qui portait, entre guillemets, ce qu'on appelle les pantalons, que je n'aime pas le terme, mais qui portait les pantalons. Donc, moi, j'ai toujours grandi dans cette réalité où il n'y avait pas de différence entre mon frère et moi. Il n'y avait pas de différence entre ma mère et mon père. Donc, tout ce que mon frère pouvait faire, je pouvais le faire, et aussi à l'inverse. Donc, il n'y avait pas de parti pris, ni de... Maintenant, dans la société, de façon générale, je sais que ça fonctionne de façon différente. Donc, souvent, dans mes écrits, comme je m'inspire de ce que je vis de tous les jours, de ma famille, etc., de mon environnement, donc, ça s'est traduit par, en fait, des écrits ou de l'humour féministe, justement, alors que moi, dans ma tête, c'était ce que j'avais toujours connu. Donc, vraiment, en me comparant à d'autres personnes ou quand on me compare justement à d'autres personnes et que je réalise que, mon Dieu, OK, d'accord, mais on dirait que vraiment que je suis féministe, on dirait que mes propos sont féministes. Et plus j'avance dans ma carrière et surtout plus j'avance en maturité et que je vois la vie, en fait, puis j'enlève mes lunettes roses de mon cocon familial, puis je me dis, OK, c'est vraiment un peu plus engagé que ce que je pensais que ça serait et ça parle de certaines réalités qui méritent d'être, justement, qui méritent d'être débattues ou d'être parlées, en fait. Sofiane, toi de ton côté, comment est-ce que tu définirais ça, l'humour féministe? Qu'est-ce que c'est l'humour féministe? Oui, mais je pense que Gariana, je suis un peu dans la même vision qu'elle, dans le sens que je pense qu'il y a plusieurs modèles de féministes. Il n'y a pas une manière de faire l'humour féministe, puis il y a beaucoup, dans la littérature, ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment que c'est un spectre, en fait. Tu peux faire de l'humour qui est subtilement féministe, comme il peut être ouvertement féministe. Ça se promène là-dedans. C'est sûr qu'il y a des points communs. Souvent, c'est de mettre de l'avant l'expérience des femmes. Donc, Gariana, en parlant de ta vie de tous les jours, ben, pour certaines personnes, pour eux, c'est déjà mettre de l'avant les femmes et faire de l'humour aussi pour les femmes, pour qu'on puisse se reconnaître aussi sur la scène humoristique. En ça, Bareka, elle considère qu'en étant femme sur la scène humoristique, tu es déjà en posture féministe. Fait que, bon, après ça, tu peux remettre ça en question, etc. Mais il y a vraiment plusieurs manières de voir ça. Et sinon, il y a un aspect qui revient souvent aussi, c'est l'aspect subversif. C'est de vouloir remettre en question les normes. Ça, c'est un aspect qui revient quand même souvent. Fait que pour moi, ça serait ça, là, un aspect subversif contre les normes, mais qui met aussi de l'avant l'expérience des femmes. Mais encore une fois, il y a plein de sortes d'humour féministe. J'aime particulièrement cette image du spectre parce que, effectivement, il faut bien comprendre que c'est un spectre large, hein, tout à fait. La société, elle est complexe et comprendre des questions complexes et voir les tenants et l'aboutissant, les effets, les fonctions de cette relation-là entre l'humour et le féminisme, on ne va pas régler ça aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a quand même effectivement un élément intéressant aussi à souligner dans ce que tu racontes, c'est le caractère justement subversif qu'on peut retrouver dans l'humour féministe. D'une certaine façon, ce que tu dis, c'est que l'humour féministe n'est pas obligé de parler exclusivement de féminisme, n'est pas obligé exclusivement de parler des enjeux, entre, par exemple, les enjeux d'équité entre les hommes et les femmes, entre les genres, etc. Non, on peut parler aussi d'autres choses, que l'humour féministe se caractérise notamment par un humour qui peut choquer, un humour subversif. C'est ça, tu dis. Oui, comme je te dis, ça dépend vraiment de qui tu lis, comment tu vois ça. Puis, mettons, moi, d'une perspective de théoricienne, je trouve ça difficile de me dire, ah, ben ça, c'est féministe, puis ça l'est pas, parce que je sais pas le coût que ça engendre de prendre cette posture-là. Alors, ouvertement féministe, il peut avoir des sanctions qui viennent de là. Donc, de parler de l'expérience des femmes en soi, pour moi, ça peut être déjà révolutionnaire, tu sais. Après, bon, il y a des critiques aussi sur le white feminism en humour, l'idée qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent cette position-là féministe, mais qu'en fait, à travers ça, ils ne critiquent pas aussi le racisme. Donc, il y a toute cette question-là. Donc, est-ce que pour être une bonne féministe en humour, il faut que tu parles de tous les vecteurs d'oppression? C'est pour ça que je te dis, il y a plusieurs types de féministes. Puis même dans les mouvements féministes, on est toujours en confrontation, on avance, mais c'est la beauté de la chose en même temps parce qu'on est toujours en train de se remettre en question. Mais ouais, fait que je pense que l'aspect subversif est un élément. Il n'est pas obligé de l'être, selon ma perspective. Mais pour moi, déjà, de mettre en récit la parole des femmes,
en soi, c'est déjà quelque chose d'excellent. Ah, d'accord, j'aime bien cette idée de mettre en récit la parole des femmes. Oui, parce que souvent, on parle d'un point de vue des hommes aussi, parce que c'est une des conséquences du fait que vu qu'il y a une majorité d'hommes, on parle du point de vue des hommes. Les hommes vont parler de leurs femmes. C'est très hétérosexuel. Il y a toute cette question-là le regard des femmes. Puis après, bon, c'est pas nécessairement tomber dans l'essentialisme, mais c'est aussi de dire, du point de vue des expériences, de pouvoir partager nos expériences, nos douleurs, etc. Mais c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie et que fait l'humour aussi, hein, rassembler, etc. Donc, c'est important de le faire entre femmes aussi. Et de ton côté, Karine, comment tu conçois ça, toi, l'humour féministe? Ben, dans le fond, moi, je suis pas mal d'accord avec Sofiane. On a fait pas mal notre parcours en discutant puis en échangeant des idées sur l'humour féministe. Puis on a lu pas mal les mêmes autrices aussi par rapport à ça. Fait que notre vision n'est pas très éloignée. Fait que c'est pas vraiment avec Sofiane que je vais avoir des gros débats aujourd'hui, d'après moi. Mais je pourrais quand même ajouter que sans nécessairement que ce soit subversif, il y a toujours peut-être une petite pointe dans l'humour féministe, la cible du rire qui est un petit peu en lien avec le système patriarcal actuel. C'est pas toujours obvious, mais quand on se moque des hommes, on peut souvent se moquer de l'autorité patriarcale. Mais c'est que c'est pas toujours clair, c'est que ça vient aussi du quotidien, comme Sofiane a disait, c'est qu'on vit pas la même chose que les hommes, on vit pas les mêmes oppressions au quotidien, on vit pas les mêmes difficultés, on n'a pas la même réalité, juste les personnes avec, pas nécessairement les hommes, mais les personnes qui sont dotées d'un vagin sont menstruées une fois par mois, tu sais, ce qui n'est pas le cas des messieurs ou des personnes qui ont un pénis. Fait que déjà là, il y a des différences. Fait que l'humour féministe, pour moi, ça prend de plus en plus de spectre, surtout que là, on découvre de plus en plus de genres, il n'y en a pas juste deux. Fait que ça, c'est les critiques que je fais à mes propres lectures, parce que toutes les lectures que j'ai faites sur l'humour féministe, c'est homme versus femme. Toujours. Il n'y a rien d'autre qui a été mis en lumière par rapport aux personnes non-binaires et l'humour, parce qu'on s'entend que les personnes non-binaires n'ont vraiment pas le même vécu que les personnes cisgenres hétérosexuelles. C'est pas le cas. Fait que je pense qu'il y aurait quelque chose à aller chercher là, de pousser la recherche un petit peu plus loin, mais on s'entend au Québec, on n'est pas encore rendu là, on essaye, puis ben là, je pense que dans quelques années, si on suit la voie qu'on est en train de prendre en ce moment avec les podcasts, avec les discussions, mêler l'humour, la recherche en humour avec les praticiennes de l'humour, ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait peut-être plus évoluer puis essayer de réussir à définir c'est quoi l'humour féministe. Mais actuellement, c'est tellement dur parce qu'il y a autant de féministes qu'il y a de femmes, de types de féminisme qu'il y a de types de femmes. Fait que c'est... Mais est-ce que tu dirais que l'humour féministe contribue d'une certaine façon à faire tomber ces binarités-là, ces visions binaires, strictement homme-femme, et que ça vient justement contribuer à démontrer, à dépeindre le monde de façon plus complexe, dans le fond, qui donne un reflet peut-être un peu plus réaliste de nos sociétés, de nous en tant qu'humains, enfin, en tant que société humaine, je ne sais trop. Mais justement, ça dépend de la personne qui est sur scène. Tu n'auras pas le même type d'humour si c'est une femme blanche, hétérosexuelle, cisgenre, que si tu as une femme noire, lesbienne. Ce ne sera pas le même vécu. Fait que en ce moment, il y a presque le bassin de personnes noires, de personnes non-binaires, de personnes trans sur les scènes humoristiques est tellement bas que ce serait difficile à dire que ça pourrait aider parce qu'on a vraiment de la job à faire en amont avant d'aller... Je vois ce que tu veux dire, mais et on pourra aborder ces questions-là dans une autre, deux autres, dans un autre, dans deux autres, dans trois autres balados même, parce qu'on n'a pas fini justement de se questionner sur cette relation-là entre l'humour et le féminisme. Je pense que ça fera l'objet probablement d'un deuxième, voire d'un troisième balado, à mon humble avis, mais je vois Gariana réagir, je te vois réagir, puis, et j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tantôt, justement, en début de rencontre, tu as dit que tu faisais part de ton expérience personnelle, de ton vécu, tu parlais de ta famille et tu disais que, dans le fond, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait une différence entre un père et une mère.
et que d'une certaine façon, ta mère, d'un certain sens, ben c'est un peu elle qui faisait office de père, entre guillemets, je ne sais pas trop comment le dire, parce que tu disais, là, je te cite, c'est comme elle qui portait les culottes. Là. Mais selon toi, est-ce que tu dirais que cette expérience-là, ce vécu personnel, a fait en sorte que tu as voulu aborder tes créations de cette manière, qui fait en sorte que tu abordes justement l'humour dans une perspective de vouloir abaisser justement ces différences-là, ces cloisons-là, faire en sorte qu'il y ait moins de différences entre justement, qu'on les voit moins, ces différences entre les hommes, entre les femmes, entre les différents genres, les cultures, etc. Absolument. En fait, tantôt, j'ai dit que l'humour féministe est un humour qui portait sur les enjeux féministes, mais en fait, l'humour féministe aussi, c'est un humour progressiste. Point. Parce qu'il évolue en fonction de la société. Donc, de la même façon que Karine l'a dit, le féminisme, entre guillemets, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on parle d'hommes, on parle de femmes, on parle de matriarcat, on parle de patriarcat, mais comme elle l'a mentionné, et les personnes qui sont non-binaires. Donc, ça veut dire que l'humour féministe et les personnes qui s'identifient à des femmes, mais qui n'ont pas nécessairement le sexe féminin. Tu vois, donc c'est vraiment, je pense pas que c'est un humour qu'on peut, comme les filles l'ont dit, on peut pas le mettre dans une boîte. Dépendamment de l'évolution de la société et dépendamment de la réalité de la personne qui en parle, l'humour féministe, entre guillemets, va avoir un tout autre aspect en allant d'une personne à une autre, d'une réalité à une autre, d'une expérience à une autre. Donc, je reste définitivement dans la perspective que l'humour féministe est un humour progressiste. Oui, mais et toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, humour féministe égale effectivement humour progressiste? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais après, bon, c'est quoi progressiste? Ça dépend de où est-ce que tu te positionnes. C'est quand même une bonne question. Je dirais que oui, dans le sens que, tu sais, bon, je dirais que c'est plus, je retournerais au mot subversif, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment de remettre en question. Puis, tu sais, bon, Karine, tu as bien fait de mettre l'accent sur ça, tu sais, sur le système patriarcal. Puis, tu sais, dans l'humour féministe, pour moi, c'est vraiment la remise en question des inégalités, des inégalités de genre, des stéréotypes aussi. Donc, en soi, ça revient à ce que Gariane a dit, c'est progressiste. Mais il y a quand même, tout dépendamment de la catégorie, de comment est-ce que tu considères que c'est quoi l'humour féministe, ben, il y en a qui vont considérer que en étant femme, comme j'ai dit plus tôt, en étant femme sur scène, tu fais de l'humour féministe, mais si l'humour que tu fais, c'est un humour qui renforce des stéréotypes ou qui discrimine certaines personnes, ben là, ça peut... Donc, comme ça dépend de la définition qu'on a de l'humour féministe. J'aime particulièrement que tu soulignes ce point-là, Safiane, parce que l'humour féministe, comme n'importe quel, je ne sais pas si c'est un type d'humour, on va dire, mais l'humour féministe, comme n'importe quel type d'humour, on va le dire comme ça, peut, ben oui, tout à fait, contribuer à baisser des tensions, peut faire en sorte que des tabous tombent aussi effectivement, rapprocher des gens, etc. Tout à fait, ça peut avoir cette perspective positive-là, mais on oublie aussi que ça peut aussi avoir des effets plus négatifs, fort probablement. C'est-à-dire qu'il peut contribuer aussi à certaines formes d'exclusion, entretenir des clichés, des préjugés, voire. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, l'humour féministe n'a pas le monopole de la vertu. Hein. Karine, oui, effectivement, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, c'est vrai que le monopole de la vertu, ce serait un peu lourd de sens à attribuer ça à l'humour féministe parce que, tu sais, les féministes libérales qui fightent seulement pour pouvoir briser les plafonds de verre, puis qui vivent bien dans le patriarcat, puis qui reproduisent les inégalités au quotidien dans leurs actions, puis dans les messages véhiculés, est-ce que c'est vraiment féministe? C'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec Sofiane quand elle dit que ça dépend de ta posture à la base, parce que tu ne considéreras pas quelque chose de féministe tout dépendant de ton vécu, puis de ton expérience et ton bagage. Fait que non, c'est ça. C'est clair qu'il y a de l'humour féministe,
que moi, je ne considère pas féministe, puis que Gariana va peut-être considérer quelque chose de féministe que moi, je ne considérais pas féministe. Moi, je vais le considérer féministe. Gariana ne le considérera pas féministe. Puis c'est toujours comme ça, puis on se chicane tout le temps entre féministes. C'est propre à la gauche, puis au progressisme, puis... Ouais, non, c'est ça. Mais je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, Karine, mais ce que tu sembles dire et ce que je comprends, c'est que l'humour féministe, dans la perspective de ce que tu viens de dire, le vrai humour féministe, je dirais même le bon humour féministe, est un humour de gauche. Est-ce que c'est ce que tu dis? Non, mais c'est quand on trace la limite. Quand est-ce qu'on peut appeler ça de l'humour féministe? Si moi, je ne considère pas ça féministe, mais qu'une autre personne le considère féministe, c'est qui décide que c'est féministe? C'est moi. L'homme blanc, bien entendu. Mais non, mais c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est super intéressant, mais écoute, et je te pose la question, Gariana, l'humour, on a parlé ça tantôt plusieurs fois déjà, l'humour féministe, et c'est complexe à définir, c'est complexe à comprendre. Le féministe, effectivement, quelque chose, quand même un phénomène complexe aussi, évidemment. Mais quand on fait de l'humour, quand on pratique l'humour, évidemment, il faut faire rire. Hein, c'est un peu l'objectif, déclencher l'hilarité, etc. Et on est un peu forcé de trouver un dénominateur commun, un lieu commun, et donc de procéder à certaines généralisations dans une certaine mesure. Donc, comment on fait pour concilier la complexité de cette réalité-là, la complexité des enjeux qui sont au cœur de l'humour féministe et en même temps l'obligation de généraliser dans une certaine perspective? Comment on fait ça? Mais en même temps aussi, c'est pas... Il y a des humoristes qui vont parler de généralité, mais ça, je vais vraiment insister sur le fait que la plupart des humoristes, pour ne pas dire la majorité des humoristes, se basent sur des expériences personnelles. Donc, souvent, ça va être des anecdotes personnelles qui vont être mises de l'avant. Je parle au jeu, je parle de ce que j'ai vécu ou de ce que j'ai vu. Donc, si les gens dans la salle sont capables de, excusez-moi, l'anglicisme, relate à cette situation-là, ils vont le prendre. Puis ceux qui ne se voient pas ou qui ne comprennent pas ou qui n'ont jamais vu cette situation, ils vont soit embarquer dans ton monde ou pas, ce qui est tout à fait correct, d'accord? Donc, c'est important de dire qu'on ne fait pas de généralisation. J'aime pas dire quand on généralise, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Ça sort toujours d'une place personnelle, d'une place intime, de quelque chose, d'un vécu réel de la personne ou d'une personne de son entourage, plutôt pour mettre de l'avant certains enjeux, justement, pour nous permettre de relate. C'est quoi le bon mot en français? Connecter avec notre public ou les personnes qui sont nos spectateurs ou peu importe. Voilà. Sofiane, je te vois réagir. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, quand j'ai vu cette question-là, je me suis vraiment posé la question parce que c'est pas facile. Moi, je suis pas en train de construire des blagues, je suis plus en train de les analyser souvent, fait que j'ai pas la même posture. Puis c'est intéressant ce que tu mentionnes, Gariana, basé sur l'expérience. En fait, je me posais la question, tu sais, est-ce que dans le fond, est-ce que les femmes vont plus construire des blagues justement sur leur expérience? Puis si on compare aux hommes, je sais pas, je me posais la question parce que souvent, quand je regarde les spectacles, c'est souvent hey, « vous les femmes, blablabla, blablabla ». Puis là, tu sais, on rentre dans la généralisation à ce moment-là, on va renforcer des choses, ce que je retrouve beaucoup moins dans l'humour des femmes. Je ne sais pas si vous faites le même constat. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça parce qu'on se dit, ben, on ne renforce pas la même chose. Puis aussi, la généralisation, je pense qu'elle vient du fait que si plusieurs hommes perpétuent le même discours, ben, au bout du compte, ça vient généraliser une vision X de la femme. Bon, la femme qui pète une coche parce que le gars, il a pris un morceau de gâteau en plein milieu du gâteau. Là, celle-là, on l'entend souvent. Ce genre d'affaires-là, en tout cas, je trouvais ça intéressant à ce niveau-là. Puis, en fait, le comment concilier ça, moi, c'est la seule chose qui me venait en tête à cette question-là, c'est se poser la question, qu'est-ce que je renforce en faisant cette blague-là? Je pense que c'est une question qui est importante à se poser.
que très peu sont partants ou partantes à se poser parce que ça relève du rôle de l'humoriste, c'est toute cette question-là de la responsabilité sociale, alors qu'on dit ne faire que rire, que faire de l'humour. Est-ce que c'est simplement du divertissement? Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça, puis je pense pas que je suis la seule ici à penser ça, mais ce serait mon petit grain de sel là, sur cette question-là. Karine, toi, es-tu à l'aise avec ça, avec l'humour? Gariana n'aime pas le terme, là, mais avec cette espèce d'obligation de généraliser. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que dans le fond, tu peux concevoir que il faut bien passer par là de toute façon? Je veux dire, ça peut être un stéréotype positif, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est inévitable en Mais quelque c'est qu'en sorte. même temps, pour aller rejoindre le public, tu n'as presque pas le choix de passer par les lieux communs. Parce que pour que la blague se rende, pour que la job de l'humoriste soit faite sur scène, il faut que le public arrive à s'identifier à l'humoriste. Bien sûr. Pour que l'humoriste arrive à ce que le public s'identifie à lui, mais il faut qu'il aille chercher des choses que le public connaît, que le public est d'accord avec lui. Je pense même que ça, c'est ton texte, Emmanuel, qui m'a fait réaliser à quel point que le texte que tu avais écrit dans le livre de Julie Dufort puis Laurence Olivier, tu avais mis une citation que ça disait que l'humour était contextuel puis interactionnel. Puis là, ça m'avait tellement joué dans la tête pendant longtemps. Puis cette citation-là, elle me joue encore dans la tête souvent parce que c'est tellement vrai. Tu as besoin de t'identifier à quelqu'un dans un contexte donné. L'humour s'analyse dans un contexte donné. Tu ne peux pas analyser une blague des années 80 mettons, en Italie, aujourd'hui, avec les barèmes d'aujourd'hui, puis amener une critique sociale qui se vaut aujourd'hui aussi. Puis moi non plus, j'aime pas trop le terme généralisation parce que c'est nécessaire en humour. Puis veux pas, les généralisations, à un moment donné, ben, ça vient de quelque part. Ça existe. Puis on s'identifie à ces propos-là. Puis le meilleur moyen pour ça, ben, c'est justement d'aller trouver des petits points d'attache avec le quotidien. Ça doit être dur quand même d'écrire une joke en se disant « OK, ça, je le vis dans mon quotidien à moi. Je suis toute seule dans ma boîte, en train d'être dans mon processus créatif. » D'avoir la conviction qu'un coup que tu vas arriver sur scène, ben, le public, il va vraiment être d'accord avec toi. Puis pas nécessairement être d'accord avec toi, mais qu'il va accepter puis qu'il va se rendre avec toi où tu veux l'amener quand tu es sur scène. Puis c'est pour ça que l'humour, ben, ça se travaille sur un long processus. Tu fais pas ça, tu fais pas une V1 puis tu t'en vas présenter ça au Théâtre Saint-Denis devant je sais pas trop combien de monde. Ça se travaille puis il faut que tu joues avec cette réception-là du public pour pouvoir t'identifier à lui. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'au fond, c'est ça. Imaginons qu'il faudrait rédiger nous-mêmes un numéro d'humour. Imaginons qu'il faut le rédiger. Inévitablement, il faudra trouver ce... On va être confronté à cette obligation de trouver ce qu'on appelle un référent. C'est ça, Gariana, au fond. Ce qu'on cherche, c'est un référent, non? Exactement ça. Et c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Le mot généralisation, c'est un mot que je n'aime pas, que moi, ça m'a un peu, c'est comme venu me chercher, je suis comme, mais on ne généralise pas, on cherche un référent. Donc, c'est soit tu as le référent, soit tu ne l'as pas. Donc, la blague, c'est soit elle vient te chercher ou elle te passe complètement au travers et puis, bon, c'est pas grave, je pourrais me reprendre à la prochaine blague. Non, c'est que, bon, d'une part, c'est une question qui est au cœur de mes travaux, de mes réflexions depuis un bon moment déjà. Et d'autre part, ben oui, je me pose la question d'une certaine façon, c'est-à-dire, et là, ben, justement, sur cette question-là du jeu, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité tout de même qu'il faut porter? On peut pas, je me dis, on ne peut pas se détacher complètement des effets que peuvent avoir nos discours sur scène. Même si ça parle d'une expérience extrêmement personnelle, ça peut engendrer des répercussions auprès d'un auditoire, auprès des gens. Ça va les faire réfléchir, des fois même dans un sens ou dans un autre. Donc, et sur la question, par exemple, de la perception de différents enjeux reliés aux féministes, aux femmes, etc. Donc, ce jeu-là a quand même une responsabilité, non? Absolument. En fait, moi, personnellement, encore une fois, ça va être très souvent, je vais devoir le ramener à ma réalité, d'accord? Souvent, justement, moi, je fais de l'humour, j'appelle avec inspiré de la méthodologie de
Sabido. Donc, on parle de l'éducation par le divertissement. C'était le même principe que Molière faisait il y a plusieurs années. Donc, c'est de corriger les mœurs, justement, en faisant de la comédie ou à travers la comédie ou en utilisant la comédie. Donc, c'est le même principe, en fait. Tous les humoristes ne sont pas dans ce créneau d'idées ou dans cette idéologie. Souvent, ça va arriver que l'humour va être très léger. D'accord? Il n'y a pas d'humour. Bon, c'est pas vrai. Il y a de l'humour qui, c'est pas drôle, on va se dire. Mais il y a de l'humour qui est très léger, donc très niveau, pas de réflexion. Puis il y a de l'humour que souvent, on va l'appeler soit de l'humour noir, de l'humour féministe, qui va aller choquer. Ils vont pas susciter des éclats de rire à se taper sur les cuisses. Par contre, ils vont vous faire sourire, ils vont vous faire réfléchir. Donc, moi, je fais partie de ce genre de personnes qui décident d'utiliser son art pour pouvoir, évidemment maintenant, si à la base, j'ai soit une éducation ou un environnement qui est soit toxique, soit, tu vois, où il y a beaucoup de choses, de mauvais stéréotypes, bons ou mauvais, peu importe, des stéréotypes, ou qu'on vit dans une espèce d'espace malsain. Donc, on parle de racisme, de sexisme et tout ça. C'est normal qu'en prenant mon micro, puisque je me base de mon expérience et de mon vécu, tout à fait normal que je ne fais que reproduire exactement ces mêmes stéréotypes-là sur la scène et que je les transmets aux milliers, aux 10 milliers de personnes, aux millions de personnes qui vont m'observer et qui vont m'écouter. Maintenant, c'est un devoir en tant que citoyen de savoir que, OK, peut-être que ce que je vais dire, c'est pas normal, c'est sexiste, c'est raciste, c'est peu importe, tu vois. Donc, c'est important de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on parle de rodage. Rodage, qu'il faut roder son matériel parce que quand tu penses que tu as trouvé ton monde, que tu fais tes jokes à ton monde, puis que tu te déplaces, tu vas ailleurs, faire ces mêmes blagues, puis que ça passe pas, il faut que tu te poses des questions. Maintenant, c'est plus une question de référence, c'est une question de il faut réévaluer ton éducation en tant qu'humain sur cette terre. Sofiane, ça te fait réagir? Je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, je me rappelle plus c'est où que j'avais lu ça, mais il y a quelqu'un qui disait, tu sais, l'humoriste, en fait, c'est comme le politicien ou la politicienne. Il y a toujours un accès facile à un podium où il y a plein de personnes qui vont l'écouter. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Puis oui, parce que c'est de l'humour, on considère pas ça sérieux, mais en fait, justement, parce que l'humour s'inspire de référents sérieux en soi, ben, ça reproduit des choses où ça va les déconstruire. Puis d'où la pertinence de l'approche féministe, par exemple, des approches féministes qui vont justement déconstruire, ou ça va renforcer, mais ça va aussi déconstruire. Fait que je pense qu'il y a cet aller-retour-là qui est intéressant, qui permet d'autres possibilités, en fait, qui vont proposer autre chose. Ça va être révolutionnaire en soi. Puis en fait, par rapport aux blagues féministes, si on veut, ce que je trouvais intéressant, en fait, puisque ce que je remarquais, en fait, c'est que quand tu fais de l'humour féministe, justement, puis Gariana, t'en as parlé un petit peu, c'est que ça prend une plus grande mise en contexte, souvent. Ça va être des sujets qui vont être un petit peu plus chargés. Donc, les rires, c'est moins une succession de punch, comme dans l'humour, on va dire, traditionnel, là. Fait qu'il y a un plus grand travail à faire à ce niveau-là, mais ça fait plus réfléchir. Donc, je pense que ça s'est perdu à travers le temps. Je pense qu'avant, ça se faisait peut-être un peu plus, c'était du long, on riait pas nécessairement, mais c'était quand même de l'humour parce qu'il y avait la réflexion, on souriait, comme tu disais, Gariana, puis c'était de l'humour. Là, aujourd'hui, il faut que ça rie au quart de tour, là. Fait qu'il y a cette question-là qui est super pertinente, qui est un peu plus près de l'humour féministe, comme, en même temps, Virginie Fortin, son spectacle. Tu sais, c'est moins un enchaînement de blagues, mais ça fait rire, tu sors de là, tu te dis « Oh my God! » C'est vraiment, c'est super intéressant, puis c'est essentiel comme forme d'humour, selon moi. Ben oui, et ça me fait penser, à l'humour au Québec, évidemment, à cette dynamique-là, là, une ligne, un punch, instaurée notamment par Ding et Dong, genre, et peut-être même Paul et Paul. On pourrait remonter peut-être au burlesque aussi. Il faudra en discuter avec Robert Herd, historien de l'humour, pour peut-être qu'il me corrigerait d'ailleurs. Mais il y a effectivement, il fut une époque, en particulier au Québec, et on revoit ça. C'est pas nécessairement terminé pour autant, mais effectivement, on peut penser par exemple à Yvon Deschamps,
Deschamps ou à Clémence Desrochers, hein, qui faisaient des numéros d'humour, des spectacles d'humour, où on racontait une histoire, où on prenait le temps, effectivement, de raconter une histoire, où l'objectif n'était pas justement d'être dans cette dynamique-là, une ligne, un punch, une ligne, un punch, dont des fois, on attendait plusieurs secondes, voire plusieurs minutes même, avant d'être mort de rire, hein, de s'esclaffer de rire. Mais il y a... est-ce que l'humour féministe, d'une certaine façon, a un public particulier? Ce que je veux dire, c'est faut-il être un public avisé pour apprécier dans cette perspective-là l'humour féministe? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour ce genre d'humour un peu plus complexe, qui ne va pas nécessairement chercher le rire à tout prix immédiatement? Est-ce qu'on est prêt à ça? Ou au contraire, peut-être que dans le fond, oui, effectivement, les gens sont tout à fait prêts depuis un bon moment déjà. Je me sentirais mal de dire que les gens sont prêts ou sont pas prêts parce que ça dépend toujours de la façon que la personne sur scène va amener ses propos. Puis ça va dépendre aussi des référents qu'elle va amener. Si tu amènes des référents vraiment hyper radicaux, ben c'est sûr que ça va être moins bien vu au niveau plus grand public si on veut. Mais si, c'est ça, on peut ramener à une ligne, un punch. Si tu amènes tes référents, une ligne, un punch comme ça, pas sûr que ça va vraiment se rendre où est-ce que tu as besoin parce que ça va être plus agressif, puis ça va être moins... Le public va avoir moins tendance à le prendre puis à se poser des questions pour vrai. Tandis que si tu y vas avec une approche qui est plus tirée du monologue, avec quelques punchs une fois de temps en temps, puis un vrai gros punch à la fin qui te fait vraiment remettre en question plusieurs perspectives que tu as, là, tu peux vraiment faire cogiter plusieurs choses. Fait que je pense pas que c'est public prêt, pas prêt à l'humour féministe. Je pense que c'est la façon de travailler, la façon d'écrire, la façon d'amener le propos qui va faire en sorte que le public va être prêt ou pas à recevoir un propos féministe. Un numéro d'humour dans un gala, là, que ce soit un gala juste pour rire, Comédia et compagnie, un numéro de 3-4 minutes, assez serré qu'on peut voir exactement à la télévision ou circuler sur les médias sociaux, etc. Est-ce qu'on peut arriver à construire un numéro complexe comme ça, sans nécessairement justement être dans cette dynamique-là, une ligne, un punch en 3-4 minutes? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Moi, je pense que oui, parce que tu amènes tes affaires avec une certaine finesse. Peut-être que ça peut te prendre 5 minutes, mais le style monologue qui n'est pas une ligne, un punch peut se reproduire quand même à plus petite échelle. T'sais. Une ligne, un punch, c'est vraiment une phrase, une autre phrase, punch. Une phrase, punch. Tandis que si tu parles pendant 30 secondes puis tu amènes ton sujet, que tu arrives à trouver les bons mots, que tu fais les bons enchaînements, je pense que c'est possible puis ça peut avoir le même effet qu'un long monologue de, mettons, 20 minutes qui finit par puncher à la fin avec une grande... un grand coup de poing d'en face. Sofiane, toi, tu penses quoi? Tu penses quoi de ça? Est-ce qu'il faut à tout prix un public avisé? Je pense pas que c'est une nécessité. C'est sûr que ça l'aide, comme dans n'importe quoi. Quand tu fais de l'humour, la relation avec ton auditoire, les goûts, il faut que ça soit connecté. Sinon, il y a bien moins de chances que ton humour fonctionne, si on veut, à certains endroits. Puis, moi, je pense que un exemple de ce que je constate là, de mes yeux, de pas une praticienne, mais de consommatrice, j'ai l'impression que, mettons, dans la scène plus underground, si on veut, il y a beaucoup plus d'humour féministe que si tu regardes justement sur les gros galas comme Comédie A, Festival Juste pour rire. Mais après, si tu regardes le prix d'un billet, c'est vraiment pas les mêmes personnes qui vont à ces spectacles-là. Mais c'est pas le même revenu que t'en tires des deux non plus. Fait qu'il y a toute cette question-là de c'est qui compose l'auditoire. Puis c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que l'humour pour les femmes, puis tu sais, bon, ça a l'air tout le temps essentialisant dit comme ça, mais c'est juste de dire que notre vécu soit représenté aussi, puis que quand on soit assis, mettons, tu sais, moi, ça m'arrive des fois, je m'en vais voir une soirée, c'est un line-up qui disent pas d'avance, j'arrive sur place, c'est 5 gars, je me dis, Caroline, tu sais, OK, c'est bon, on va voir. Puis là, j'écoute, puis tout le long, joke, c'est sein de sa blonde, joke de ci, nanana, menstruation, tout le long, je sors de là, je me dis, hey, méchante perspective, tu sais, fait tandis que quand il y a des femmes sur le line-up, c'est différent ce qu'on raconte. Le récit est différent. Puis c'est pas que c'est de l'humour féminin ou de l'humour masculin, c'est pas ça du tout. Mais c'est que c'est de l'humour en général et qu'il y a plein de sortes d'humour. Et justement, de faire... Moi, je trouve que justement, c'est qu'il y a trop d'humour masculin. C'est ça. Si on renverse ça, tu sais.
Fait que je pense que c'est pas... Je pense pas que ça prend nécessairement un public particulier, mais je pense que faut quand même que tu aies une majorité de personnes qui soient capables d'accepter ça. Puis, tu sais, mettons, si on regarde, moi, je me questionnais, je l'ai pas fait, mais tu sais, je me disais, tu sais, ça serait intéressant de voir c'est qui les partis politiques qui sont élus selon des régions, puis voir c'est où les shows qui pognent le plus, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y a une connotation. Puis, tu sais, même moi, en ayant fait des études féministes, le nombre de fois que le monde m'a dit, bon, la féministe, nanana. Fait que c'est sûr que ça se reflète aussi en humour. C'est certain. Fait que je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir une quantité de personnes qui sont ouvertes à ce genre de propos-là. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Fait qu'on est prêt dans un sens. Après, il faut avoir de l'ouverture, puis il faut que les gens acceptent que ben, des blagues sur des femmes en tout temps, ben, ça passe plus. Puis c'est pas qu'on peut plus rien dire. En fait, c'est que maintenant, on vous critique. C'est ça la différence. T'sais. Oui, ça c'est important. C'est important, en effet. Je trouve ça extrêmement important, tout à fait. Et je suis effectivement pas de ceux qui disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Je dirais même au contraire, je pense qu'on peut parler beaucoup de choses et peut-être même plus de choses, étant donné qu'on a compris justement que la société est peut-être un peu plus complexe qu'on le croyait depuis quelques années. Mais toi, Gariana, dans tes numéros, est-ce que dans tes spectacles, etc., est-ce que tu ressens l'obligation, une certaine obligation, oui, de présenter les choses, d'introduire le sujet, d'amener tranquillement le public vers toi, de mettre la table dans une certaine façon, de te laisser apprivoiser, étant donné peut-être que la façon dont tu aborderas les choses, ou au contraire, tu les vois et ils sont tout à fait disposés d'emblée à te suivre dès le départ. En fait, ça serait comme une gifle, en fait, pour le public, de dire que, oh, mais je m'en fous et je parle dont je veux, parce que mon rôle en tant qu'humoriste, en fait, c'est de pouvoir, en fait, plaire ou connecter avec le plus de personnes que possible, évidemment. Donc, je ne vais pas juste me dire, je m'en fous de ce que vous pensez, et puis, pff, je vais mettre Mais par contre, je dirais qu'il faut un public averti. Je ne dirais pas que tout le monde est prêt, mais c'est important que le public qui est là soit un public qui est averti et conscient de la réalité et conscient des enjeux, ou même s'ils ne sont pas conscients, ça peut arriver, qu'ils soient ouverts, suffisamment ouverts d'esprit pour être d'accord d'accepter un autre point de vue avec de nouvelles lunettes. Donc, il y a encore, excusez-moi, la connotation sexuelle à faire. Oui, il y a des préliminaires à faire. Il y a des préliminaires. Donc, que ce soit que tu arrives avec ton charisme, même quand ce n'est pas des mots, mais tu arrives avec une certaine prestance sur la scène, puis les gens tombent sous ton charme. C'est encore une fois le travail de l'humoriste, que si tu arrives bête comme ça se peut pas, personne ne va t'écouter. Okay? Il n'y a personne qui va t'écouter. Donc, il y a ce travail de préliminaire, entre guillemets, mettre un peu de lubrifiant d'une façon ou d'une autre à toi de choisir si tu veux mettre du KY sur les gens ou pas, mais c'est idéal. Mais d'y aller puis de mettre la table. Absolument. Même quand ça prend 30 secondes, 5 secondes, chaque personne a sa façon de faire et ensuite d'aborder le sujet. Maintenant, pour revenir au fait que tu dises qu'en 3 minutes, en 2 minutes, tu es capable d'avoir un excellent petit numéro puis que les gens, ils ressortent de là puis se disent « Wow, ça, c'était un excellent 2 minutes. » Puis tu vas mieux t'en souvenir qu'un show de 1h30 que tu viens de regarder. Parce que ça, il a été droit au but. C'était concis, c'était précis, ça a été bien amené, puis ce 2 minutes-là risque de te marquer à vie. Versus une heure et demie que t'es comme, oh, il y a des bouts que je me souviens que c'était drôle. En gros, c'était drôle. Non. Là, c'est en gros, j'ai réfléchi pendant 2 minutes et demie. Donc, pour de vrai, là, public averti, c'est ma réponse finale. En terminant, dernière question. Sofiane, tantôt, tu disais, quand tu vas dans des soirées d'humour, il t'arrive encore, et peut-être même trop souvent, de voir un line-up de gars exclusivement masculins, que les sujets qui sont traités portent encore des propos sexistes à l'égard des femmes, des clichés, etc. C'est-à-dire donc qu'il y a encore du chemin à faire, selon toi, hein? Que
qu'il y a encore, que l'humour féministe a encore cette mission-là d'éduquer et d'amener les gens et les hommes en particulier à parler d'autre chose, à s'éloigner un peu des stéréotypes, des clichés, etc.? Ben, moi, de ce que je constate, oui. Puis, tu sais, même en 2021, là, quand j'allais voir des spectacles, puis des fois, c'est des animateurs ou des animatrices que je considère comme féministes, puis j'assiste à des numéros, puis je me dis, mais voyons donc, tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, je me rends compte que aussi, il y a ça, tu sais, il y a plein de personnes qui rient, qui endossent la blague, et moi, je ris pas. Fait que, tu sais, il y a toute cette question-là du public qui change. Puis, tu sais, Gariana, moi, je voulais même te reposer la question sur ça. Tu sais, mettons le Women's Planning Show auquel tu as participé, tu sais, l'ouverture par rapport aux blagues féministes, parce que c'est un show qui était résolument féministe. Donc, la réception est plus assurée, tu as probablement plus de confiance, c'est plus facile. Fait que, tu sais, je pense que créer ces espaces-là, c'est super important, puis on en voit de plus en plus avec les Allumettières, le Snowflake Comedy Club. Fait que ça, c'est des alternatives qui sont super importantes et qui voient de plus en plus le jour, ce que je trouve super. Fait qu'il y a des avancées, c'est sûr qu'il y a des avancées à ce niveau-là, mais ça reste que, selon moi, la représentation des femmes en humour, tant sur la scène que dans les blagues, qu'à l'École nationale de l'humour, est à améliorer encore et encore. Puis, tu sais, bon, un peu, j'ai lu ton article à la SQSP, Emmanuel, là, sur le vivre ensemble, justement, puis les stéréotypes des groupes en minorité. Puis, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que je me disais, tu sais, faire ce genre d'études-là sur la représentation des femmes aussi, ça serait super intéressant de voir comment est-ce qu'on parle des femmes, comment est-ce qu'on les construit, parce que c'est ça qu'on fait à travers l'humour. Et puis, en fait, au spectacle que je parlais un peu plus tôt, c'était un ensemble de gars, c'était ça, des blagues sur les seins, des blagues sur les féministes qui vont trop loin, les fémènes, etc. Puis, tu sais, le genre de gars qui fait des blagues sur, bon, on voit les seins des fémènes, je comprends pas pourquoi le monde ne les aime pas, tu sais, on voit des tétons. Tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas travailler fort, là, tu sais, c'est facile, là, en tout cas. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a ça à travailler. Tu sais, dans le cadre de mon mémoire, j'avais compté aussi le nombre de... Bon, ben, à l'École nationale de l'humour, là, il y a une cohorte qui a beaucoup plus de femmes, mais avant, c'était pas nécessairement le cas. Puis ça fait en sorte que ben, l'environnement peut être plus difficile pour des femmes en humour de continuer au sein de l'École nationale de l'humour. Même au sein du corps professoral, j'avais compté, je pense qu'il y avait comme 7 femmes pour 22 profs. Fait que je sais pas si ça a changé. Fait que... Cette année, pour les étudiantes, surtout les étudiantes, parce que là, c'est majoritaire féminin. Non, mais attendez, là, attendez. Vous êtes en train de dire que la cohorte actuelle à l'École nationale de l'humour est majoritairement féminine. C'est ça? Ouais, la nouvelle de cette année, le 2021-2022. OK, non, à ma connaissance, c'est une première. Je ne pense pas me tromper, c'est une première. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Fait que, tu sais, il y a ça, c'est pas parce qu'une fois, fait que, tu sais, il y a ça à travailler, puis je pense qu'il y a aussi toute la question des dénonciations, des agressions sexuelles à retravailler, parce que, tu sais, bon, on en parle, etc., mais là, qu'est-ce qu'on va mettre sur place? Comment qu'on va faire en sorte que les femmes ne quittent pas? Parce que souvent aussi, il y en a qui commencent, mais ne se rendent pas jusqu'au bout du processus, parce qu'en cours de route, ils doivent vivre des violences sexuelles, les normes de genre, le fait que les femmes sont moins drôles que les hommes, ça c'est encore un discours qui circule dans la société. Christelle Paré puis François Bouard avaient fait un sondage là-dessus, puis c'est ça que ça montrait. Fait il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça s'améliore tranquillement, mais on est loin d'être sorti du bois, là, je pense. Une opinion partagée, Karine? Oui, mais dans le fond, je pensais pas que ça allait arriver à moi aussi vite. C'est encore un petit peu flou dans ma tête. Mais oui, c'est ça. Je pense que ça met bien la table aussi pour le prochain podcast qui pourrait avoir lieu, parce que là, on touche plus tant à l'humour féministe plutôt qu'à la structure de l'industrie de l'humour. Ça serait quelque chose d'intéressant à regarder aussi, à savoir pourquoi il y a aussi peu de femmes qui quittent le bateau, qui ne se rendent pas au plus haut échelon professionnel de l'industrie, tu sais, parce que quand tu regardes ça au niveau open mic, au niveau plus de la relève humoristique, il y en a bien plus de femmes. Il y en a plus de femmes qui osent prendre la scène, qui osent prendre le micro. Est-ce que c'est tant osé? Je me questionne moi-même quand je m'entends parler, je suis comme, on leur laisse-tu la place?
c'est aussi ça, parce que c'est pas seulement les humoristes et le public qui ont la grande responsabilité de la diffusion de l'humour féministe. Je pense que, je le dis moi-même, la diffusion, les diffuseurs, les producteurs, l'industrie, c'est un gros cercle qui tourne en rond, puis tout le monde est interrelié. Puis je pense que de mettre la responsabilité sur une seule personne ou un seul groupe d'intervenants, intervenantes, ce serait un petit peu de se voiler la face par rapport aux réels enjeux qui font en sorte qu'il n'y a pas assez de femmes féministes, humour féministe, puis c'est pas juste les femmes qui peuvent porter le discours féministe. Encore le 3e podcast. Il y a plein d'amalgames qui font en sorte que c'est tellement difficile de répondre à cette question-là avec précision. Mais est-ce que toi, en tant que consommatrice, amatrice d'humour, est-ce que tu vois encore ça? Est-ce qu'il y a trop d'humour sexiste? Est-ce que l'humour continue d'alimenter les clichés sexistes, etc.? Ben oui, c'est très présent parce qu'un coup que tu as les lunettes féministes, tu peux plus les enlever. Puis dès que dans ton numéro, tu viens faire une blague qui va diminuer les femmes ou, ben oui, les femmes, en fait, que tu es diminué dans ton humour, ben, ça va me jouer dans la tête tout le reste de ton numéro, je vais être moins attentive. Fait que ça même si c'est juste une petite affaire, ça prouve que tu n'as pas la conscience la même que moi. Fait que le référent que tu vas amener, ben moi, je le trouve problématique. Puis oui, il est encore trop souvent là parce que c'est pas. En fait, il manque de féminisme un peu partout dans la société québécoise. Tu sais, la société québécoise est encore une société patriarcale, puis ça se reflète vraiment très bien dans l'industrie de l'humour en ce moment parce que les mêmes patterns sont reproduits. Je veux dire, il y a moins de femmes. C'est un métier qui est traditionnellement masculin, être humoriste ou écrire des blagues. Fait que c'est sûr que les femmes sont moins représentées. Puis c'est le même combat que dans la construction, puis avec des paramètres différents, bien entendu, mais la lutte est sensiblement la même. Gariana, je vais te laisser je vais te laisser le mot de la fin. En fait, je vais te laisser la dernière réponse. Tiens. Est-ce que, et là, je ne veux pas je veux pas te mettre dans l'eau chaude parce que, bien sûr, l'industrie de l'humour au Québec est un petit monde, hein, c'est un univers où il y a bien des gens qui se connaissent et là-dedans, bien sûr, qui se connaissent, que tu as des amis, etc. Alors, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais quand même, est-ce que selon toi, et en tant qu'amatrice d'humour aussi, bien sûr, est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Encore plus pour les femmes racisées. Donc ça, je ne le dirai jamais suffisamment. Il y a du chemin pour la femme. Imaginez la quantité de chemin qui reste encore à faire pour les femmes racisées. Donc, je pense que je n'ai même pas à rajouter quoi que ce soit. Donc, concrètement dans nos télévisions, concrètement dans nos salles de spectacle, concrètement même dans les open mic, dans les soirées d'humour. Sofiane a participé au Women's Planning Show. Tu étais avec moi? Encore une fois, j'étais la seule. Donc, ce discours, je suis fatiguée, mais je ne me fatiguerai pas de continuer à le dire. On a un gros travail à faire en tant que société. Tu vois, Gariana, ce que tu dis nous interpelle évidemment, puis et tu auras remarqué que je n'ai pas posé de questions justement à ce propos de façon directe, parce que bon, je me disais, ça doit être des questions qu'on lui a posées 100 000 fois, puis peut-être même qu'elle en a un peu marre de discuter de cette perspective-là et d'avoir cette mission-là et de devoir porter cette mission-là, etc. Mais ce que tu me dis, c'est qu'au contraire, c'est ça, il faut le faire. Il faut en prendre conscience et que tu veux continuer justement de sensibiliser les gens là-dessus et que tu dois, et c'est ça qui peut-être est le plus étonnant dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tu dois encore aujourd'hui te battre là-dessus. Absolument, c'est une bataille quotidienne. Je me réveille les matins puis je suis obligée de mettre mes bottes puis mon chapeau puis de sortir tout mon stock de guerre parce que je m'en vais à la guerre tous les jours. Tous les jours. Donc, je ne suis pas là pour me plaindre de quoi que ce soit, mais je suis là pour dire les vraies affaires. Et si on a une plateforme et que là, les gens ils nous écoutent, on a un auditoire qui est avisé et alerte, averti, absolument.
Absolument. Donc maintenant, c'est un cercle vicieux. Encore une fois, c'est toute une autre conversation. C'est comme un cercle vicieux que, tu sais, on n'est pas représenté ou on est souvent mal représenté. Donc, les parents n'encouragent pas les jeunes à se lancer dans les métiers de l'art. Ces jeunes-là ne vont pas dans des écoles d'art, refusent de faire de l'art. Ils vont dans les métiers traditionnels qui leur garantissent un gagne-pain parce que c'est là qu'ils sont représentés. Donc, c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais. Donc, maintenant, c'est à quel moment donné qu'on va se dire, bon, on pose le pied par terre et puis on se dit, OK, on va casser la chaîne, mais je ne sais pas, mais j'y crois pour de vrai. Et est-ce qu'il faut, tout comme pour le mouvement féministe, d'accord, mettre le monde au pied du mur? Probablement que c'est ça qu'on va devoir faire. Mettre la société au pied du mur, puis ne pas leur donner l'option que d'être représentés et de nous accepter tels qu'on est et de nous laisser raconter nos histoires de la façon dont on veut sur les différentes plateformes. Un gros sujet, effectivement. 5e, 6e, 7e, 8e podcast. Je trouve ça super intéressant ce que tu apportes, Gariana. Puis, tu sais, même par rapport justement au fait que les récits en humour soient majoritairement de la perspective blanche. Tu sais, il y a eu en essence, si on veut, en réaction à ça, les bad boys du rire. Puis au sein même de ce groupe-là, il y a eu un besoin de créer des bad girls du rire. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est du travail de fou là, à faire. Puis c'est important de créer des solidarités à ce niveau-là, justement, parce que sinon, si tout le monde n'avance pas, personne n'avance, là. Ah, tout à fait. Hein, et je ne peux qu'acquiescer. Mes travaux, mes récents travaux, mes récentes recherches vont exactement dans la même direction. Et je le rappelle, hein, Gariana Jean-Louis, première femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour en 2017. Pas en 1997, là, mais 2017. Karine Carbonneau, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est un honneur, c'était le fun. Sofiane Morancy, merci d'avoir pris part aussi à l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est super intéressant. Et enfin, Gariana Jean-Louis, merci de ta générosité, merci de tes lumières, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de me recevoir et c'est toujours un plaisir de discuter des choses importantes et essentielles avec vous. Et vous, merci à vous d'être là. Merci de suivre les podcasts de l'humour. Je vous invite bien sûr à rester attentif pour le prochain rendez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin. Salut!